universitaires, prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Numéro de votre émission Universcience au sein du laboratoire Pierre Panier, climat, eau, écosystème et développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 5e épisode de Science au Labo. L'aventure se poursuit au sein du LACED UAC. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements au Bénin. Les 45 prochaines minutes seront donc en compagnie du professeur Expédie Wilfried Vissé, directeur adjoint du LACED. Professeur Vissé, merci pour votre présence. Alors, professeur Vissé, comment vous allez ce soir? Très bien. La santé, tout va très bien. Je rends grâce à Dieu. Les recherches, tout se porte bien. Je rends grâce à Dieu. Alors, avant d'aborder la thématique qui nous réunit ce soir, comment êtes-vous arrivé au LACED? On aimerait connaître l'homme avec qui nous sommes aujourd'hui. Expédie Wilfried Vissé était un jeune étudiant en 3e année de géographie lorsque le professeur Bocor Michel, qui a créé le laboratoire, était à la recherche de jeunes. C'est comme ça que j'ai intégré le labo après ma licence en géographie physique. C'est-à-dire géographie physique, c'est à cela qui est important et qui porte sur la connaissance du climat, de la végétation, de la géomorphologie, du sol, de l'hydrographie, qui permet d'avoir une vue globale sur l'environnement. Ainsi, rentré au laboratoire de climatologie, tout jeune, le professeur Bocor Michel m'a coopté au laboratoire pour participer à un programme, le programme CATCH, initié par l'IRD, Institut de recherche pour le développement. C'est français, c'est un institut français. Parce que, grâce à l'accord de coopération que nous avons avec l'Université de Bourgogne en France, le professeur Jocelyne Pirard était à la recherche de jeunes chercheurs pour aller faire le master en France. C'est ainsi que d'abord, j'ai intégré le programme CACH qui était piloté par Dr Desprater de l'Institut de l'IRD, évidemment. Grâce à ce programme, j'ai pu rédiger mon mémoire de maîtrise sur l'hydrologie de surface. C'est-à-dire que j'ai travaillé intimement sur le bassin de la Sota. C'est comme ça que je suis rentré en hydrologie. Une fois terminé cette maîtrise, je devais rejoindre l'Université de Bourgogne à Dijon, en France, grâce, bien sûr, à l'appui du professeur Michel Bocor, appuyé, bien sûr, par le professeur Jocelyne Pirard de l'Université de Bourgogne, en France. Donc, j'ai pu faire mon master de 1999 à 2000. J'ai soutenu le master en 2001. Je suis revenu au Bénin. Et il fallait chercher des financements pour faire la thèse. J'ai dû passer du temps pour avoir un financement, grâce toujours
au Poissebourg et les accords que nous avons avec l'Université de Bourgogne, je suis retourné en France, à l'Université de Bourgogne, pour entamer ma thèse de doctorat unique en 2005. Travailler avec le LACED UAC déjà après l'obtention de votre licence. Ça veut dire que vous avez eu le temps d'effectuer assez de recherches, vous avez eu à piloter assez de projets et la thèse qui nous intéresse, la thématique qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est la thématique qui porte sur l'impact des variations, l'impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements au Bénin. Alors, ce thème a fait objet de votre recherche de thèse. Pourquoi avoir choisi ce thème? L'eau est indispensable à la vie. L'eau, souvent, je dis qu'elle est source de vie et source de malheur. Travailler sur l'eau me donnait la force de la vie. Et tout jeune, j'avais déjà dit qu'il doit travailler sur cette ressource qui est indispensable à la vie. Or, on ne peut parler de l'eau sans le climat. C'est le climat qui donne naissance à l'eau que nous avons sur la terre et dans le sol. Oui. D'où la nécessité pour moi d'associer les deux sciences, hydrologie et climatologie. D'où le thème hydroclimatologie que vous avez souvent. C'est-à-dire climatologie appliquée aux ressources en eau. Indispensable pour tout pays. Quand vous êtes dans l'environnement, les deux paramètres qui influencent durablement l'environnement sont le climat et l'eau. D'où l'intérêt porté à ce sujet par mes recherches. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs de Radio Univers. D'abord, je suis un peu fier d'être un peu avec vous pour partager avec vous vos expériences sur cette thématique qui est Monsieur Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements au Bénin. J'ai d'abord été un peu sidéré par votre parcours et ce que moi j'aime un peu plus avec les professeurs ou bien la recherche scientifique, c'est qu'on voyage beaucoup. Alors, vous avez un peu développé le bien fondé de votre thème et je crois que votre thèse c'est un peu basée, vous vous êtes basé sur le bassin de Niger. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous avez pris le bassin de Niger pour pouvoir effectuer vos recherches. Vous savez, il y a des recherches que lorsqu'il y a des problèmes. Nous avons identifié le bassin du Niger au Bénin parce que en ce moment-là, il y avait très peu de recherches sur le dit bassin. C'est le bassin de l'Ouémé qui intéressait tout le monde. J'ai dit à moi-même, mais attendez, le Bénin n'a pas qu'un seul bassin. Le Bénin est riche en ressources en eau. Alors pourquoi est-ce que tout l'intérêt se focalise sur un seul bassin, le bassin de l'Ouémé? Alors, ce qui m'a orienté vers le bassin du Niger au Bénin, c'est-à-dire la portion béninoise de ce grand bassin. Et puis, nous avons obtenu des résultats très encourageants qui aujourd'hui ont amené beaucoup de chercheurs à s'investir dans ce bassin. Et ça, aujourd'hui, ça nous permet de faire le point des ressources potentiellement disponibles pour exploitation. Est-ce que bien avant d'identifier ce bassin-là, vous avez au préalable effectué des recherches, vous avez identifié justement au niveau de ce bassin-là quelques caractéristiques qui vous permettent de vous dire, voilà, si nous allons faire nos recherches là-bas, je serai quand même rentable, on aura assez de résultats. Vous savez, j'ai commencé mes recherches en maîtrise par le bassin de la Sota, qui est un affluent de la rive droite du fleuve Niger, c'est-à-dire un sous-bassin de la portion du Niger au Bénin. Ce qui m'a permis d'identifier le fonctionnement différentiel des formations géologiques en présence. Parce que quand on dit formation différentielle, ça veut dire quoi? Le fonctionnement différentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le bassin, nous avons des grès et des formations massives comme le granit. Oui. Or, l'écoulement n'est pas le même sur le granit que sur le grès. Le grès est une formation poreuse, c'est-à-dire qui accepte l'infiltration, alors que le grès, pas du tout. Donc cela nous a permis d'identifier sur ce bassin-là les portions qui constituent
des magasins ou des réservoirs d'eau et ces portions qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est cela qu'on appelle fonctionnement différentiel de ce bassin. Cet intérêt nous a amené à généraliser l'étude à tout le bassin lorsque nous sommes allés en master. Parce qu'il fallait lancer une étude préliminaire, d'abord sur tout le bassin et déblayer le terrain avant d'aller en thèse. Donc, mon mémoire de master ou mes recherches en master ont porté sur les 3 sous-bassins de cette portion, c'est-à-dire Alibori, Mekru et Sota. Ce que j'ai reconduit en thèse. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de climatologie, d'hydrologie, les 2 thématiques que vous joignez ensemble pour faire vos recherches. Et justement, les données qui vous ont permis de mener ces recherches de votre thèse sont météorologie, hydrologie et... État de surface. Les données d'état de surface. Arrêtez. Quand on dit données climatologiques, il y a plusieurs paramètres qui sont considérés. Et le premier, le plus vaste que tout le monde connaît, quand on dit climat, on voit la pluie. Les statistiques des pluies, c'est-à-dire les hauteurs de pluie enregistrées aux différentes stations. Ensuite, nous avons la température. Quand on dit il fait chaud, il faut se référer à la température. Il y a l'insolation que nous utilisons, il y a l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire que dans l'atmosphère, lorsque j'associe température et pluie, ça me donne un pouvoir évaporatoire. Donc il faut calculer aussi ce pouvoir évaporatoire de l'atmosphère, c'est ça l'évapotranspiration potentielle. Ensuite, nous avons l'évapotranspiration réelle. Ajouté à tout cela, nous avons radiation, l'humidité, nous avons la pression. Ce sont des données qui sont indispensables à la connaissance globale de la physionomie du climat. Et là, ce sont des données météorologiques. Les données hydrologiques ou hydrométriques, ce sont les mesures liées à l'écoulement. C'est-à-dire le débit, on parle de débit, le débit est calculé. L'écoulement est mesuré, mais le débit est calculé. Nous avons l'écoulement souterrain, les données piézométriques. Ces données-là nous permettent de comprendre la dynamique en surface et celle souterraine. Parce que quand on parle d'aquifères, on se réfère un peu déjà aux ressources en eau souterraines. Au-delà de ces 2 données-là, quand on parle d'état de surface, ce sont les données de surface qui influencent la ressource. L'eau coule sur quoi? Les types de sol. Les types de sol, la végétation, et puis il y a aussi la géologie en présence qui détermine le fonctionnement de l'eau sur la terre. Parce que cette formation sur le sol, par exemple, elle est poreuse, il y aura infiltration, d'où le réservoir souterrain mis en place. Et lorsque cette formation est imperméable, il y aura un ruissellement qui ne donnera pas de réserve. Donc, tout dépend des formations en surface. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître les états de surface pour mieux apprécier les ressources en eau disponibles dans un bassin versant. Alors, également, il faut dire que votre étude s'est axée sur, je vais dire, 3 axes, pour faire court. Oui, 3 axes. Le premier axe, c'est la connaissance globale du climat. La dynamique climatique. C'est important de connaître la dynamique climatique parce que tout le monde dit, bon, il y a un réchauffement climatique et cela traduit peut-être un changement. Nous confondons souvent le réchauffement climatique au changement climatique. Oui, on va y revenir. C'est pas la même chose. La dynamique climatique, il est important de caractériser cette dynamique climatique afin de connaître la physionomie globale de cette évolution. Ensuite, il fallait voir, par rapport à cette dynamique, quelle est l'influence de l'évolution du climat sur les ressources en eau. Mais comme ce n'est pas seulement le climat qui influence les ressources en eau de façon générale, il faut voir comment est-ce que les états de surface participent à cette influence. 3 axes importants pour faire le bilan hydrologique afin de définir ou de déterminer le potentiel de ressources en eau disponibles pour exploitation. Alors, professeur, je crois que nous avons été tellement sidérés par ce thème que nous n'avons pas eu l'idée de clarifier un peu les concepts, de permettre aux auditeurs de mieux comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire une clarification conceptuelle, si vous le permettez. Alors, d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'on entend par variabilité. Quand on dit variabilité, c'est quoi?
Je vais le faire à travers quelques exemples de vie. Est-ce que tous les jours vous réveillez de bonne humeur? Il y a des jours, on vous dit bonjour, vous répondez avec beaucoup de sourire. Oui. Il y a d'autres jours, on vous salue. On répond avec mécontentement. Vous êtes en colère, furieux, quand vous êtes salué. On ne sait pas pourquoi. Bon. C'est-à-dire que cette attitude variable de l'homme s'applique en climatologie. Okay. C'est naturel. Donc on parle de variabilité climatique. C'est naturel. Un changement un peu comme d'humeur chez l'homme. Voilà. Cette variation de l'homme, du caractère de l'homme, s'applique en climatologie. Tout la variabilité. Cette évolution en dents de scie d'une année à l'autre est appelée variabilité climatique. On peut parler de variabilité pluviométrique, variabilité de la température, et ce qui amène à trouver une idée globale pour trouver la tendance. On dit tendance à la hausse de la température, tendance à la baisse. C'est à travers cette étude de l'évolution de la dynamique qu'on arrive à tirer de grandes conclusions en ce qui concerne la tendance globale. On dit, mais pour avoir étudié la variabilité de la pluviométrie sur une période, on dit, sur cette période, il y a une tendance de la pluie à la hausse ou une tendance à la baisse, et cela traduit, disons, l'état global sur cette période. Sur cette période. Mais comme cette période que nous traversons actuellement au Bénin, cette période de pluie. Il faut préciser aussi qu'on confond souvent variabilité et changement climatique. Il ne faut pas les confondre. Changement climatique, c'est quoi? Vous savez, je vous donne un exemple. Et vous-même, vous me direz, je vous répondrai, parce que c'est moi qui suis interrogé. Oui. Et je répondrai. Nous avons l'habitude. Vous avez une fiancée. Une fiancée. Alors, on prend un couple. Voilà. On prend un couple au hasard. Un couple au hasard. Voilà. C'est pas lui qui l'a. C'est pas moi. Voilà. Quand les deux couples, disons, ils se retrouvent, l'homme a l'habitude de lui donner de petits bisous. Chaque fois qu'il vient voir sa fiancée, il donne un bisou. Alors, il est arrivé au moment où il a arrêté. Il voit sa bien-aimée, il donne plus de bisous comme d'habitude. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1 mois après, 2 mois après. Que dirait la femme? Peut-être que c'est la Covid-19. Non, mais pas en cette période-ci. Non, pas en cette période-ci. L'épouse, l'aimée, dira qu'il y a un changement. Mon homme a changé. Pourquoi? Elle va dire cela parce que il a arrêté et ça a duré dans le temps. Si ça ne dure pas dans le temps, elle ne dira pas ça. Elle dit c'est un saut d'humeur. Effectivement. Comme il a arrêté, il a pu donner des bisous sur une longue durée, elle peut affirmer, mon homme a changé. C'est la même chose en climatologie. Le climat aurait changé simplement parce que il y a eu des modifications qui ont duré dans le temps. Il faut un minimum de 60 ans d'études pour affirmer qu'il y a changement dans le comportement du climat. Il y a, c'est vrai, une déstructuration du climat, un dérèglement interne, ce qui amène les gens à dire que le climat est devenu fou. Donc, ne pas confondre variabilité climatique et changement climatique. Alors, j'aimerais quand même apporter cette clarification à la situation que nous vivons un peu actuellement au Bénin avec cette saison pluvieuse qui a démarré depuis. Est-ce que là, nous allons parler de variabilité climatique ou bien de changement climatique? J'aimerais... Est-ce qu'il y a une modification? Mais nous sommes en pleine saison de pluie. Il y a assez de pluie. C'est normal. On ne peut pas, en période de pluie, se plaindre de pluie. Impossible. Il faut que les journalistes arrêtent de dire cela. Nous sommes en pleine période de pluie. La saison n'est pas encore achevée. Une pluie ne peut pas être un problème pour la période. C'est parce que nous nous comportons très mal que nous avons les inondations. D'accord. Nous nous comportons très mal. Nous nous installons n'importe où et n'importe comment. Puis c'est normal. L'eau est la matière la plus paresseuse qui soit. Pourquoi elle le dit? Quand l'eau retrouve une pente, mais elle s'en va, elle vous laisse tranquille. Mais si vous l'empêchez de bouger, elle s'installe et vous embête. C'est ça ce qui se passe. Donc nous sommes en pleine saison, c'est normal. Alors, avant de vraiment y revenir, on va faire un retour en arrière pour notre clarification conceptuelle. Lorsqu'on parle de dynamique des états de surface, vous avez abordé les états de surface, mais on aimerait aller plus en profondeur. Quand on parle de dynamique des états de surface, est-ce que la végétation sur 10 ans est la même? Je parle de la végétation comme un élément d'état de surface. Est-ce que la végétation sur 10 ans demeure la même? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, cette évolution-là, on va l'appeler dynamique. Parce que ça bouge. Ça peut baisser, ça peut augmenter. Si on fait du reboisement, ça peut changer. Si on détruit, ça baisse.
Ainsi de suite. Cette évolution-là, nous allons l'appeler dynamique de couvert végétal. D'accord. Alors, si c'est le sol, ou la géologie peut s'effriter, peut avoir des fissures, tout cela va agir. Si par exemple, je fais de la végétation sur un sol, je laisse nu, ça peut s'encrouter après. S'il y a une sécheresse, cet élément-là, nouveau qui rentre dedans, va modifier le sol dans son évolution. Donc cette modification-là rentre dans la dynamique. Et ça va impacter les ressources en eau. Donc la dynamique des états de surface, c'est l'évolution des différents états de surface sur une période donnée. Alors, lorsqu'on parle d'écoulement au Bénin, est-ce les inondations, l'eau qui coule, ou que doit-on comprendre? L'écoulement dans un bassin versant est différent du ruissellement. D'accord. Ne pas confondre écoulement et ruissellement. Okay. Le ruissellement, c'est la réponse immédiate, la réponse du sol aux événements pluvieux. Quand il pleut, l'eau qui coule en surface tout de suite, on l'appelle ruissellement. Mais dans un bassin versant, dans un cours d'eau, vous avez un écoulement. C'est la résultante qui sort pratiquement de la pluie, de l'évaporation et de l'infiltration. Lorsqu'il pleut, il y a une partie qui est évaporée. Il y a une partie qui s'infiltre pour aller alimenter les réservoirs souterrains. Ce qui reste va couler et c'est cela que nous appelons écoulement de surface. Alors, ce soir, nous parlons d'impact de cette variabilité sur, bien sûr, le Bénin. Sur les ressources en eau du Bénin. Voilà. Vous voyez, l'eau qui coule en surface dépend non seulement de la pluie ou d'autres paramètres climatiques, mais également du substratum géologique qui porte cette ressource. Toute variabilité climatique obtenue en surface ou identifiée en surface impacte les ressources de façon générale. Lorsqu'il pleut moins, on le ressent sur l'eau qui est au sol. Effectivement. Lorsqu'il pleut plus, on le ressent également. D'où la nécessité de dégager l'impact, c'est-à-dire l'influence de cette évolution sur les ressources en eau disponibles, afin de savoir, pour telle année-là, voici ce qui me reste de potentiellement utilisable. Si on n'arrive pas à réussir cela, on ne saura jamais ce qui est disponible, afin de faire des projections pour utiliser de façon rationnelle ce qui nous reste. Alors, j'aimerais quand même, si vous le permettez, revenir un peu sur les astres. Vous avez abordé le premier astre et après cet astre, quels ont été les deux autres astres que vous avez abordés au cours de cette recherche? Nous avons abordé l'impact, bien sûr, de la dynamique des états de surface sur les ressources en eau. Et on s'est rendu compte que l'eau qui coule au sol ne dépend pas que du climat. Ça dépend de quoi d'autre? Ça dépend aussi de la végétation. Lorsque vous voulez ralentir un écoulement, par exemple, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la végétation au sol. Il faut de la végétation au sol. La végétation permet l'infiltration. Lorsqu'un sol est dégarni, votre espace est soumis à l'action ou à l'activité érosive. C'est pour ça que nous parlons de reboisement. Il faut reboiser pour faciliter, pour augmenter la capacité d'infiltration des sols. Lorsque un sol est encrouté, par exemple, ou bien un sol meuble, lorsque l'eau vient, l'eau s'infiltre et s'emmagasine dans le sol. C'est pourquoi, pour l'alimentation en eau potable, on fait des forages. L'eau dans le sol est influencée par le climat et par les états de surface. Si nous avons un réservoir souterrain, ça veut dire qu'en surface, nous avons une roche perméable qui facilite l'infiltration d'eau dans le sol. Donc, l'état de surface influence durablement les ressources en eau. Donc cet impact-là, on doit l'ajouter à l'impact du climat pour faire le bilan global, afin de voir de très près le potentiel existant des ressources en eau, afin de faire réaliser des projets sur le long terme. Alors, restant toujours campé sur cette partie que vous venez de développer, si je prends par exemple une cité urbaine comme Cotonou par exemple, où je crois déjà le reboisement serait une solution pour quand même éviter ce problème. À Cotonou, on peut plus parler de reboisement. Alors, quelle autre solution on peut trouver pour pallier au problème?
vous m'amenez toujours à Cotonou. Cotonou, souvent, j'ai des problèmes avec Cotonou parce que mes solutions sont des solutions radicales. Si on veut régler le problème durablement à Cotonou, il faut dégager les populations qui sont installées dans le chenal. J'ai dit, l'eau est la matière la plus paresseuse. Lorsque vous l'empêchez de circuler, elle vous embête. Pour réorganiser la vie de Cotonou, l'aménager autrement. C'est vrai qu'il y a un début. Avec l'asphaltage, il y a un début. Très difficile. Il faut que nous puissions avoir un réseau d'assainissement bien fourni dans la ville. Mais pour avoir des réseaux d'assainissement bien fournis dans la ville de Cotonou, afin de drainer le surplus d'eau qui vient, il faut absolument dégager ceux qui sont installés dans les histoires naturelles de l'eau. Si on ne les dégage pas, on va tout faire. On va subir chaque année et de façon cyclique, comme l'observons, les affres de l'inondation. Parlez-nous de ces résidences naturelles de l'eau. Je parle des histoires. Vous voyez, les histoires, c'est par là l'eau passe pour aller là où elle veut. Mais si vous installez un bâtiment là, vous l'empêchez de circuler. Des exemples d'endroits ici à Cotonou. Quand vous prenez les Voussins, donc tout ce que vous dites à Glas, oui. Je ne vais pas donner un solution installé n'importe où. Et la mairie aussi a encouragé un peu la chose. Si on avait été un peu plus rigoureux, tenant compte bien sûr des zones inhabitables de la ville de Cotonou, on aurait évité certaines inondations dans certains quartiers de Cotonou, malheureusement. Il y a l'électorat. L'électorat est là et on ne peut pas dégager. J'aurais été à la place des maires de Cotonou, on aurait déplacé, on aurait trouvé les moyens pour les installer à Clavie, sur terre ferme. Mais les gens veulent être chez eux. Je veux être dans ma maison. Même s'ils sont dans l'eau, 24 sur 24, 365 jours sur 365, ils préféreraient rester dans l'eau. Mais je dis, c'est pas bien. À vous attendre, c'est que il y a plus autre solution pour sauver, si je peux le dire ainsi, la ville de Cotonou, à part de dégager, voilà, les habitations qui se retrouvent justement dans les nids d'eau. Vous avez beau construire les grands bassins, si vous voulez, mais tant que l'eau n'aura pas son issue naturelle, elle va s'installer. C'est clair. J'ai dit qu'il faut densifier le réseau d'assainissement, c'est vrai. Mais si on densifie, il faut que l'eau passe quelque part. Effectivement. Il faut leur trouver une issue. Il faut qu'on arrive à prendre des mesures. Pourquoi j'ai dit souvent, j'ai souvent dit sur certaines chaînes, il faut un maire fou pour gérer la ville de Cotonou. Qui se disent, je suis élu pour un mandat, j'ai fini mon mandat, je m'en vais. Donc, j'agis. C'est difficile. Attends, il faut un maire fou. Le maire, attendez, en temps d'Andino était venu, il a commencé. Mais malheureusement, vous savez, oui, on peut vous dire que vous êtes mauvais, d'accord. Mais après, quand vous aurez trouvé les aspects de solution aux populations, elles vous applaudiront. C'est vrai. Quand mais il y aura moins d'inondations à Cotonou. Ceux qui seront là vont applaudir, dire, ben oui, il a réussi. Il faut qu'il y ait un maire courageux pour décourager ceux qui s'installent n'importe où et n'importe comment. Alors, professeur, j'aimerais revenir sur un fait. Vous avez tout à l'heure parlé de l'impact de ces variabilités climatiques sur les états de surface. Je pense également que ces variabilités climatiques ont également d'impact sur l'agriculture, par exemple. J'aimerais qu'on en parle. C'est normal. Vous savez, on est dans un pays où notre agriculture est encore pluviale, c'est-à-dire saisonnière. Oui. Donc, c'est au rythme des saisons, au rythme de la pluie qu'on cultive. Est-ce que nous ne serons pas impactés? Alors, nous devons quitter cette étape d'agriculture saisonnière ou pluviale. Parce que nous avons les ressources disponibles pour pratiquer l'agriculture irriguée. Malheureusement, nous sommes encore à cette étape-là où la vulgarisation des systèmes d'irrigation ne sont pas encore émises. Le Bénin a de l'eau. C'est vrai qu'au niveau de la qualité, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes. Qui se posent parce que nous sommes devenus des cotonniers. Donc, ça pollue les ressources. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que le Bénin n'a pas d'eau. Mais attendez, je vais vous donner un exemple. J'ai organisé avec le laboratoire a organisé en 2013 un colloque. Le colloque international de la climatologie, c'est-à-dire l'Association internationale de climatologie nous a donné l'autorisation d'organiser au Bénin le colloque de l'AIC. Et puis, les Tunisiens qui sont venus chez nous, avec bien sûr une traversée du Bénin, nous ont posé la question de savoir si vraiment le Bénin est un pays pauvre. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les Tunisiens ont constaté que nous avons l'eau,
Nous avons les sols, nous avons la végétation. Et nous plaignons que nous sommes un pays pauvre. Mais attendez, va pauvreté où? On dit, on n'a pas d'argent. Il dit, non, il y a une mauvaise exploitation. Vous avez l'eau, vous avez la végétation, vous avez les sols, vous plaignez. On a même l'espace pour faire la Vous avez tout ce qu'il faut pour être riche. J'avais honte d'entendre que Bénin est un pays pauvre. J'ai dit non. Mais j'ai dit aux gens, mais le Bénin n'est pas un pays pauvre. Non, en voie de quoi? De développement. C'est pour ne pas dire pays pauvre qu'on dit en voie de développement. Donc, non, le Bénin n'est pas un pays pauvre. J'ai dit, nous avons les ressources naturelles pour aller au développement. C'est notre tête qui fait qu'on ne va pas au développement. Notre tête. Alors, nous n'aimons pas le Bénin. Comment mieux vous dites que en fait on a la ressource qu'il faut, on a l'eau disponible pour gérer l'agriculture, mais comment peut-on expliquer le fait que voilà c'est mal utilisé ou bien on n'en fait pas usage? On ne veut pas s'y mettre. On attend que le gouvernement amène tout. Le gouvernement ne s'investit pas. Regardez un peu dans les communes. Les différents maires attendent toujours que le gouvernement amène. Mais non, la décentralisation devrait être un outil de développement. Chaque maire doit avoir sa politique de gestion, sa politique de recherche, sa politique économique, parce qu'il est président de son territoire. Effectivement. Mais il est élu, il n'est pas nommé. Un maire élu doit prendre des initiatives. Il doit innover pour l'épanouissement de son espace, l'épanouissement de sa commune. C'est cela qui manque au Bénin. Sinon, le Bénin a tout ce qu'il faut pour son épanouissement. Tout. Il a les hommes, il a les intelligences qu'il faut. C'est la politique qui c'est pas l'intelligence qui nous manque. Non. Nous avons l'intelligence qu'il faut. On parle du matériel aussi, on n'a pas le matériel. Matériel, attendez. Et pour aller faire l'agriculture, de quel matériel vous avez besoin? Les choses ont des temps changé. Il faut une agriculture plus mécanique. Est-ce qu'on a commencé d'abord? Il faut commencer. Il faut se mettre ensemble pour réussir. Mais le Bénin veut être individuel. L'individualisme ne favorise pas l'épanouissement. C'est ensemble qu'on devient fort. Mettons-nous ensemble. Nous allons évoluer. Les laboratoires avant nous, les laboratoires étaient presque individualisés. C'est-à-dire que chacun travaille dans son domaine, ne bougeait pas. Mais aujourd'hui, les cloisons sont tombées. Il y a interaction entre les laboratoires. Il y a des relations, des coopérations internes, sud-sud. Aujourd'hui, au niveau de l'université, nous avons des échanges avec pas mal de laboratoires. On ne peut plus travailler seul. 21e siècle. C'est le siècle d'ouverture. Il faut travailler en collaboration, comme au LACED. On n'a même pas le choix. Alors, professeur, j'aimerais qu'on revienne encore sur les impacts dont nous sommes en train de parler. On parle des impacts sur les surfaces, sur les états de surface. On a parlé de l'agriculture tout à l'heure. On a parlé également de l'eau, inondations, tout ce qu'on voit avec. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences ou d'autres impacts? Le climat influence l'homme. Le climat influence la santé de l'homme. Et on parlera, vous verrez cette thématique avec le professeur Oussou, qui en est le spécialiste. On parle de la bioclimatologie humaine. Comment est-ce que le climat influence la vie humaine? Le climat qui provoque ou est à l'origine de certaines maladies, qui entraîne l'essoufflement de l'homme quand il fait excessivement chaud. Qu'est-ce qu'on dit dans la chambre? J'ai chaud. J'étouffe. Il y a l'effet d'étouffement qu'on constate. Ça, c'est le climat qui entraîne cela. Et quand il fait excessivement chaud, où est-ce qu'on va pour trouver de l'air frais? On va sous l'arbre. Effectivement. Quand sous l'arbre, il fait excessivement chaud à l'intérieur, sous l'arbre, vous avez tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que l'arbre dégage du dioxygène qui permet la respiration et capte tous les CA malades et vous libère de l'oxygène. Donc ça donne... là, on est soulagé. Voilà. On en revient alors à la technique, bien à cette solution de reboisement qui malheureusement pose problème. Alors docteur, je crois qu'on tend déjà vers la fin de cette émission et nous parlons toujours de ces impacts. Alors j'aimerais, si vous permettez, savoir un peu les solutions que vous avez proposées. C'est vrai qu'on a déjà abordé quelques-unes, mais parlant toujours des impacts sur la santé de l'homme, quelles ont été les autres solutions que vous avez proposées justement dans vos recherches? Vous savez, la végétation est déterminante pour le climat. Lorsque vous détruisez la végétation, ça agit sur le cycle de l'eau. D'où nous préconisons très souvent que le 1er juin ne soit plus un festival de balades des politiciens.
d'arbres plantés que qui ça soit, ne sont pas suivis. Ce soit une journée de prise de conscience sur la nécessité du reboisement, c'est-à-dire planter et suivre. Et je dis, si chaque propriétaire de toutes nos villes pouvait mettre un arbre devant son portail, nous allons modifier substantiellement le climat du Bénin. Il y aura plus de pluie, parce qu'il y aura plus de végétation. Allez au Burkina Faso, un pays sahélien, il y a plus d'arbres à Ouagadougou qu'à Cotonou. C'est dommage. Un pays sahélien qui donne à manger un pays qui a de l'eau. On amène pratiquement des fruits du Burkina Faso pour le Bénin. J'ai dit, mais attendez, ça c'est le monde à l'envers. Ce n'est pas à nous de donner à manger au Burkina Faso. Pourquoi est-ce que nous sommes encore là? Nous devons protéger l'essence végétale. Chacun doit penser à ce qu'on réduise substantiellement le terrassement. Parce qu'on terrasse tout aujourd'hui. On va paver ici, même dans nos maisons, on a pavé. Dans nos maisons où on vit, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Il n'y a même pas un gazon. On met tout terrasse, on se tue. Il y a juste des fleurs, quelquefois. Quelques fleurs seulement. Non. Quelques fleurs, non. Et ça, ce sont les plus nantis qu'ils font. Oui, on terrasse tout. On met ciment partout. Or, la réflexion de rayonnement solaire va créer des problèmes. D'où le réchauffement dont on parle. Le réchauffement est dû à cela. Absence de végétation qui entraîne le réchauffement climatique. On détruit tout. Les gaz à effet de serre nous créent des problèmes. Mais si on ne changeons un peu, on aura toujours ce problème-là d'inondation. Des arbres. Donc, je ne parle pas des arbres. Si on laisse... c'est le terrassement qui entraîne l'inondation. Parce que quand l'eau tombe sur ce que vous avez terrassé, le stack ne bouge pas. Il n'y a pas de pente. Et vous terrassez partout. Toutes nos rues sont terrassées. Tu rentres dans sa maison, c'est terrassé. L'eau va aller où? L'eau peut plus s'éviter. L'eau sera terrassée. L'eau va sans surface. Et vous regardez. C'est vraiment dommage qu'on ne prend pas conscience qu'il faut respecter l'environnement. Les Béninois ne respectent pas l'environnement. On ne respecte pas l'eau. Je dis souvent, respectons l'eau. Et il va nous respecter. On ne la respecte pas du tout. Si chaque famille devait assainir sa devanture, toutes les rues de nos villes seront propres. Les gens jettent des ordures dans l'eau. On voit l'eau et on jette l'eau dedans. Vous jetez les ordures dans l'eau, ça produit quoi? Un problème sanitaire. Très grave. Un sanitaire. On dit, oui, en période de pluie, il y a le paludisme qui augmente. Mais qui est à l'origine de tout ça? Ce n'est pas la pluie qui crée le paludisme. C'est l'homme qui aménage mal et gère mal son environnement. C'est le point d'assainissement qui amène le problème de paludisme. Oh, je m'excuse. Mais je crois que vous avez encore axé cette solution sur le reboisement de la végétation. Je crois que en réalité, c'est cette seule solution qu'on a pour en fait éviter les impacts. Il faut reboiser pour augmenter la capacité du cycle de l'eau. Mais aussi, quand l'eau vient, il faut la gérer autrement. Nous gérons très mal la ressource. D'où la proposition d'aller à la gestion intégrée des ressources en eau. GIR. C'est-à-dire, à travers ce mode de gestion, on arrive pratiquement à une gestion coordonnée de tous les usages. Je suis, par exemple, dans un bassin. Il y a plusieurs communes. Est-ce qu'une seule commune peut décider de ce qui va se passer dans l'ensemble du bassin? Non. La commune qui est, par exemple, à l'amont, peut créer des difficultés à la commune qui est à l'aval. Si elle pollue l'eau en amont, les communes qui sont en aval vont subir. D'où la nécessité de se mettre ensemble. L'intercommunalité dans la gestion de la ressource doit être un poumon de développement. Sans cela, on aura toujours des problèmes. Gérer de façon coordonnée et rationnelle les ressources en eau disponibles dans les différentes communes pour assurer l'épanouissement de notre pays. Alors, avant de clôturer cette émission, professeur, dites-nous un peu les objectifs ou bien les projets du laboratoire dans ce sens. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Pendant le projet, nous avons 2 projets de fonds compétitifs actuellement en cours au niveau du laboratoire. Un projet parlant des risques hydroclimatiques, c'est-à-dire les problèmes que nous vivons tous les jours. Inondations les plus extrêmes, l'impact sur l'environnement. Comment est-ce que l'on fait face à tout cela? Et les problèmes de sécurité alimentaire. Quand il y a un problème d'inondation, il y a un problème de sécurité alimentaire qui se pose. Et tout cela à travers les différents axes que le directeur du labo, c'est-à-dire du professeur Rundenu Costa, a abordé le mardi dernier. Parce que le laboratoire de climatologie Pierre Payet est un laboratoire ambitieux. Nous sommes nés il y a très longtemps et nous avons le potentiel humain qu'il faut pour mener des recherches de grande valeur. Parce que dans ce laboratoire, vous avez des professeurs de grade
des différents grades. Nous avons les titulaires, les maîtres de conférence, les maîtres assistants et aussi des assistants et beaucoup de doctorants. Ce qui fait que nous avons le potentiel pour assurer assez de cerveau pour pouvoir tout ce qu'il faut pour gérer. Si nous sommes invités, parce qu'en réalité, nous intervenons sur ces thématiques, mais il faut aussi que le gouvernement prenne conscience qu'on ne va pas au développement sans la recherche. Aucun pays au monde ne s'est développé sans la recherche. Aucun. Et c'est là, je crois que ça fait partie des difficultés que vous rencontrez déjà. Oui, la grande difficulté, c'est la méconnaissance des gouvernants de l'intérêt et l'importance de la recherche. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, nous sommes carrément à la fin de l'émission. Alors, professeur, de vos propos, de tout ce que vous venez de développer, qu'est-ce que vous direz pour clôturer? Qu'est-ce qu'il faut dire pour clôturer? Que le gouvernement mette les moyens à disposition des chercheurs pour mener véritablement des recherches-développement. Parce que on n'ira pas au développement sans la recherche. La recherche assure le développement. Nous devons mener des recherches-actions, des recherches appliquées pour relever les défis du XXIe siècle. Il faut que le gouvernement béninois prenne conscience qu'il faut investir dans la recherche pour aller au développement. On n'ira pas sans cela. Donc les chercheurs sont indispensables au développement. Merci, professeur. Science et politique vont de pair. Ouais. Alors, merci à vous, professeur. Nous sommes à la fin de ce deuxième numéro de Science au sein du LACED, Laboratoire Pierre Payen Climat au écosystème et développement. Nous avons abordé l'impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements au Bénin. Nous avons reçu pour ce faire le directeur adjoint du LACED, professeur Espédi Wilfried Vissin, que nous remercions pour son passage en émission. Alors, l'émission a été réalisée par Kaltok Blonou, à la technique Sakis Gounon. Devant ce micro, je suis Charlotte Ezebada et j'ai été accompagnée par Elvis Nyankadia. On se retrouve le mardi prochain, toujours au sein du LACED.